La première semaine de février 2026 restera gravée dans la mémoire des investisseurs en métaux précieux comme un bain de sang. Alors que l'argent métal, le silver, semblait invincible fin janvier, atteignant des sommets historiques à la bourse de Shanghai, il a subi un effondrement brutal et inattendu, de plus de 16% en quelques séances seulement. Pour le petit porteur qui avait acheté au sommet, c'est la ruine. Mais pour un homme, c'est le coup du siècle. Dans l'ombre de ce krach se cache une figure légendaire de la finance asiatique, Bian Ximing. Alors que la foule euphorique achetait, lui a décidé de parier massivement contre le marché. Il a construit, dans un silence absolu, une position vendeuse, short, titanesque de 30 000 contrats, représentant l'équivalent physique de 450 tonnes d'argent métal. C'est une quantité industrielle, suffisante pour faire bouger les cours mondiaux à elle seule. Son pari, que la hausse de l'argent était une bulle spéculative sans fondement économique, contrairement à l'or. Le résultat est tombé cette semaine. Avec l'effondrement des cours, ses gains papier sont estimés à 2 milliards de yuans, soit environ 288 millions de dollars. Dans cette vidéo, nous allons autopsier ce trade légendaire, comprendre les risques immenses qu'il a pris face aux appels de marge, et pourquoi ce mouvement des smart money nous enseigne une leçon vitale sur la différence entre l'or et l'argent. Chapitre 1. L'euphorie de janvier. Le piège parfait. Pour saisir toute l'audace de cette opération financière, il est impératif de remonter à la genèse de la bulle, fin janvier 2026. Le marché de l'argent à Shanghai était entré dans une phase d'exubérance irrationnelle, poussé par une foule d'investisseurs particuliers persuadés que le métal gris allait reproduire la performance de l'or. Les forums de discussion et les réseaux sociaux financiers étaient inondés d'appels à l'achat, créant un sentiment d'urgence artificielle, le fameux FOMO, qui a propulsé les cours vers des sommets déconnectés de toute réalité économique tangible. Cependant, derrière cette hausse verticale des graphiques, les fondamentaux industriels racontaient une toute autre histoire, bien moins rose que celle vendue aux épargnants. La demande réelle pour l'argent physique, notamment dans le secteur de l'électronique et du photovoltaïque, montrait des signes clairs de ralentissement en raison de la morosité économique globale. Le prix montait uniquement par la spéculation financière sur les produits dérivés, créant une divergence massive entre le prix de papier affiché sur les écrans et la valeur réelle de la commodité sur le terrain. C'est dans ce contexte de déconnexion totale qu'entre en scène Bian Ximing, une figure respectée mais discrète de la finance asiatique, souvent surnommé le maître des matières premières. Contrairement à la foule qui achetait les yeux fermés, lui observait les indicateurs de volume et d'intérêt ouverts avec la froideur d'un chirurgien. Il a identifié ce que les analystes techniques appellent un épuisement des acheteurs, ce moment précis où tout le monde a déjà acheté et où il ne reste plus personne pour faire monter le prix plus haut. Bian Ximing est connu pour être un investisseur pragmatique, qui a longtemps parié sur la hausse de l'or en tant que valeur refuge monétaire. Mais pour lui, l'argent métal est une bête différente. C'est un actif hybride, mi-monétaire, mi-industriel, beaucoup plus sensible au cycle de récession. En voyant le ratio or-argent se tendre, il a compris que l'argent était devenu la bulle du pauvre, un actif surévalué qui ne tenait plus que par la psychologie des petits porteurs, une cible parfaite pour un investisseur institutionnel. Sa lecture du marché était limpide. L'or montait parce que les banques centrales en achetaient pour se protéger, tandis que l'argent montait parce que les spéculateurs pariaient sur un alignement magique des planètes. Il a donc décidé d'adopter une stratégie contrariant, c'est-à-dire d'aller à contre-courant de l'opinion dominante. Là où les experts télévisés annoncèrent des records imminents, lui préparait silencieusement ses munitions pour parier sur l'effondrement inévitable de cette structure de prix artificielle. Les indicateurs de sentiment de marché, comme le RSI, Relative Strength Index, étaient en zone de surachat extrême depuis plusieurs semaines, un signal d'alarme classique pour les professionnels. De plus, les stocks dans les entrepôts du Shanghai Futures Exchange commençaient à s'accumuler, contredisant le récit d'une pénurie mondiale imminente. Tous les feux étaient au vert pour une correction majeure, mais l'aveuglement collectif empêchait la majorité des acteurs de voir le mur se rapprocher à grande vitesse. C'est ainsi que le piège s'est refermé, non pas sur Bian Ximing, mais sur ceux qui pensaient que l'arbre monterait jusqu'au ciel. Il a attendu le moment de l'euphorie maximale, celui où les derniers sceptiques capitulent et achètent pour commencer à construire sa position. Ce n'était pas un pari de jeu de hasard, c'était une exécution mathématique basée sur l'inefficience temporaire d'un marché devenu fou, une opportunité que les smart money ne laissent jamais passer. Chapitre 2. Le pari massif, 450 tonnes à découvert. L'échelle de l'intervention de Bian Ximing dépasse l'entendement pour un investisseur individuel lambda. Via sa société d'investissement, Zhongkai Futures, il a accumulé une position vendeuse nette, short,
d'environ 30 000 contrats à terme. Pour visualiser ce que cela représente dans le monde réel, ces contrats correspondent à une exposition notionnelle sur 450 tonnes d'argent métal. Imaginez 450 tonnes de lingots que vous vendez virtuellement sans les posséder, en pariant que vous pourrez les racheter moins cher plus tard. Vendre à découvert une telle quantité sur un marché aussi volatile que l'argent est une manœuvre d'une dangerosité extrême, souvent comparée à ramasser des pièces de monnaie devant un rouleau compresseur. Si le marché avait continué de monter de seulement quelques pourcents, les pertes auraient été instantanément colossales, se chiffrant en dizaines de millions par heure. C'est une stratégie qui nécessite non seulement une conviction absolue, mais aussi une puissance financière, une profondeur de poche, capable d'absorber n'importe quel choc temporaire. L'opération s'est déroulée sur le Shanghai Futures Exchange, SHFE, l'une des places boursières les plus liquides et les plus agressives au monde pour les matières premières. Pour ne pas effrayer le marché et faire s'effondrer le prix trop tôt, Bian Siming a dû entrer ses ordres de manière fractionnée et algorithmique. Il a nourri la demande des acheteurs pendant des jours, leur vendant tout le papier qu'ils voulaient, construisant sa muraille de vente brique par brique, invisiblement, jusqu'à atteindre cette masse critique de 30 000 contrats. Ce positionnement massif a transformé Bian Siming en ce qu'on appelle un market maker de facto. Avec une telle quantité de contrats en jeu, il n'était plus un simple observateur pariant sur la baisse. Il devenait une force gravitationnelle qui pesait sur le marché. En absorbant toute la liquidité acheteuse, il a fini par assécher le momentum haussier. Quand il n'y a plus personne pour acheter vos 450 tonnes, le prix n'a plus d'autre choix mathématique que de se retourner et de chuter. Certains pourraient les crier à la manipulation de marché, mais dans la finance professionnelle, c'est considéré comme une correction de prix nécessaire. Bian Siming a simplement apporté de la liquidité vendeuse là où il y avait un excès d'optimisme. Il a agi comme un régulateur naturel du marché, punissant l'excès de spéculation par une force de rappel brutale. C'est la loi de l'offre et de la demande, dans sa forme la plus pure et la plus violente, exécutée avec une précision militaire. Ce type de stratégie, le top picking, essayer de vendre au point le plus haut, est généralement déconseillé car le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Mais Bian avait calculé son timing avec une précision diabolique, coïncidant avec la fin du mois de janvier. Une période souvent marquée par des prises de bénéfices et des réajustements de portefeuilles institutionnels. Il a utilisé le calendrier à son avantage pour maximiser l'impact de sa force de frappe. Le silence autour de cette opération a été total jusqu'au dénouement. Dans ce milieu, l'anonymat est une arme. Si le marché avait su qu'une seule baleine était aussi exposée à la baisse, les autres traders auraient pu tenter un short squeeze pour le forcer à racheter en panique et le ruiner. Bian Siming a joué une partie de poker menteur à très hauts enjeux, gardant ses cartes cachées jusqu'à ce que le marché se retourne enfin en sa faveur au début du mois de février. Chapitre 3. La zone de danger. Les appels de marge. Il ne faut pas croire que ce gain de 288 millions de dollars a été facile. Les rapports indiquent que Bian Siming a souffert avant de gagner. La volatilité de l'argent est légendaire. On l'appelle le métal du diable pour cette raison. Avant le krach de février, il y a eu des secousses violentes à la hausse qui ont mis ces positions en danger critique. Lorsque vous vendez à découvert et que le prix monte, votre courtier vous fait un appel de marge. Il vous demande de remettre du cash immédiatement pour couvrir les pertes latentes. Si vous ne pouvez pas payer, il liquide votre position et vous encaissez la perte réelle. Bian Siming a dû faire face à ces moments de tension extrême, forcé de liquider certaines positions à perte pour sauver le reste de son portefeuille. C'est là que se fait la différence entre un amateur et une baleine. Il a eu les reins solides, la trésorerie, pour supporter la douleur temporaire et ne pas lâcher sa thèse d'investissement. Il a accepté de perdre des millions temporairement, persuadé qu'il avait raison sur le long terme. C'est une guerre psychologique autant que financière. Tenir une position short face à un marché qui monte encore un peu est l'une des expériences les plus stressantes qui soient. Chapitre 4. Le krach de février. La récolte. Puis, le scénario s'est déroulé exactement comme prévu. Durant la première semaine de février, la gravité a repris ses droits. L'argent a cassé ses supports techniques et a plongé de plus de 16%. Les acheteurs spéculatifs, paniqués et eux-mêmes en appel de marge, ont dû vendre à tout prix, accélérant la chute. C'est l'effet boule de neige à la baisse. Pour Bian Siming, chaque centime de baisse représentait des millions de gains. Ses mains faibles, qui achetaient en haut, lui ont transféré leur argent. Les estimations parlent d'un gain brut de 2 milliards de yuans. Même après avoir déduit ses pertes antérieures dues à la volatilité, son profit net avoisinerait le milliard de yuans. En une semaine de trading, il a généré plus de cash que certaines multinationales en un an. Ce succès valide sa lecture fondamentale. L'argent n'est pas l'or. L'argent est un métal industriel soumis aux cycles économiques. Si l'économie ralentit,
Comme le suggèrent les chiffres de 2026, la demande d'argent baisse. Le traiter comme une valeur refuge absolue au même titre que l'or était une erreur d'analyse que la foule a payé cher, et que Bian Siming a exploité magistralement. Chapitre 5. La leçon, or versus argent. Cette affaire nous enseigne une leçon cruciale pour notre propre gestion de patrimoine. Bian Siming n'est pas un ennemi des métaux précieux, il est un gros détenteur d'or. Mais il a compris la différence de nature entre les deux. L'or est une monnaie, une assurance contre le chaos. L'argent est un actif hybride, moitié monnaie, moitié industriel, avec une volatilité de casino. Son mouvement nous montre que les smart money utilisent l'or pour se protéger, long, et l'argent pour spéculer, short ou trading. Il a arbitré le ratio or-argent. Pour l'investisseur particulier, cela rappelle qu'il ne faut jamais tomber amoureux de ses positions. L'argent peut vous rendre riche, mais il peut aussi vous ruiner 2 fois plus vite que l'or. La conclusion de cette histoire est que le marché finit toujours par revenir à ses fondamentaux. Les bulles éclatent toujours. Ceux qui ont du cash et du sang-froid, comme Bian Siming, sont ceux qui tiennent l'aiguille qui fait éclater la bulle. Pour nous, observateurs, c'est un rappel de prudence. Quand tout le monde crie « Achetez !», il est souvent l'heure de vendre, ou du moins de ne pas être le dernier à entrer dans la danse. L'histoire de Bian Siming en ce mois de février 2026 est un classique instantané de la finance. Elle nous rappelle que sur les marchés, la majorité a souvent tort aux extrêmes. Il a vu la foule courir vers la falaise, et au lieu de courir avec elle, il a vendu des parachutes, très cher. Dites-moi en commentaire, possédez-vous de l'argent physique? Cette baisse de 16% vous a-t-elle fait paniquer? Ou voyez-vous cela comme une opportunité pour en racheter moins cher? Si cette analyse des mains fortes vous a plu, abonnez-vous. À très vite.